Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau grand essai électrisant, un très grand essai aujourd'hui, vous le voyez, celui de la BMW i7 100% électrique. Cet essai vous est proposé par Arval, solution de leasing pour professionnels et particuliers, et Autoscout 24, la plus grande plateforme en ligne de voitures neuves et d'occasion en Europe. C'était en 1977, il y a donc 46 ans, sortie de la première génération de la BMW série 7, la E23. Depuis, les générations se sont succédées, apportant leur lot de nouveautés tant esthétiques que techniques, pour aboutir finalement à cette génération, la 7e génération de la BMW série 7, dévoilée en avril 2022. Au total, plus de 2 millions de BMW série 7 ont déjà été produites à ce jour, et signe des temps, la 2 millionième produite en décembre dernier, était précisément une i7, déclinaison 100% électrique de la BMW série 7, celle dont j'ai pris le volant cette semaine. Alors, quels sont les atouts de cette BMW i7, et notamment face à la concurrence, la Mercedes EQS, déjà essayée sur Charging Station, un essai toujours disponible ici? Pour le savoir, j'en ai pris le volant pendant une semaine. Toutes les réponses aux questions que vous vous posez se trouvent donc dans cet essai. Avant de démarrer cet essai, comme à chaque fois, je vous invite à vous abonner à Charging Station si ce n'est pas déjà fait et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. La semaine prochaine, la performance s'écrira avec un grand P, ou plutôt un grand T, T comme Tesla. Je prendrai le volant pendant quelques jours de la Tesla Model S en version Plaid, la version la plus puissante, et je vous dirai tout des sensations à son volant au terme de ces quelques jours d'essai. Ensuite, je retournerai chez BMW avec un modèle nettement plus abordable. Ce sera la BMW série 3 Touring version 320e, c'est donc la version hybride rechargeable. La très attendue MG4, j'en prendrai le volant là aussi pendant une semaine. Ce sera dans les toutes prochaines semaines. Vous saurez tout de cette nouvelle star déjà sur le marché de la voiture électrique. Et puis on ira chez Smart avec la Smart #One, la Smart de la renaissance pour la marque. Et là aussi, je vous dirai tout de cette nouvelle Smart, collaboration entre une entreprise chinoise et Mercedes. On verra ce que ça donnera dans la pratique. Pour toutes ces bonnes raisons, donc n'hésitez pas à vous abonner à Charging Station et à activer la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Place à l'essai. Le moins que l'on puisse dire quand on regarde cette BMW i7, c'est que BMW, avec cette voiture, du point de vue du design, comme avec toutes les BMW récentes d'ailleurs, n'a pas fait dans la finesse, certainement si on la compare au design extrêmement fluide de sa concurrente directe, la Mercedes EQS. On a ici un arrière et surtout un avant extrêmement massif, très expressif. On a ce double haricot BMW qui fait beaucoup parler de lui évidemment. On aime ou on déteste, le design ici, il est en tout cas extrêmement clivant. On est ici en présence d'une finition M Sport avec pack M Sport Pro. Tous les éléments chromés sont ici en noir et on a des éléments de style comme le béquet à l'arrière et un kit aérodynamique spécifique. Les poignées de porte sont affleurantes, les portières s'ouvrent d'ailleurs toutes seules à la demande. À l'avant, on a ici les scintillants BMW Crystal Headlights Iconic Glow, tout un programme à 2000 € tout de même. C'est une collaboration avec Swarovski. Sinon, pour le reste, la i7 propose de série un éclairage LED adaptatif qui fonctionne d'ailleurs très bien. Rien à dire sur ce point. Concernant les dimensions, sachez que la nouvelle BMW i7 n'existe qu'avec un empattement long, contrairement à la génération précédente. Elle est d'ailleurs une dizaine de centimètres plus longue que la génération précédente à empattement long. Autant vous dire qu'elle est très grande. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça donne? Sa longueur, c'est 5,39 m, sa largeur, 1,95 m, ce sera 2,19 m avec les rétroviseurs, et sa hauteur, 1,54 m. Ce qui est intéressant dans une limousine, bien sûr, c'est l'empattement, distance entre les roues avant et les roues arrière, histoire d'avoir un maximum d'espace à l'intérieur. Et sur ce point, l'empattement, il est de 3,22 m, soit 1 cm de plus que l'empattement de la Mercedes EQS. Qu'est-ce que ça donne précisément en termes d'espace intérieur? Vous n'allez pas tarder à le savoir. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez de la ligne de cette BMW i7? Dites-le moi dans les commentaires.
544 chevaux grâce à 2 moteurs électriques synchrones à rotor bobiné. C'est ce que propose cette BMW i7 dans sa version disponible actuellement, la version xDrive 60. C'est donc une 4 roues motrices. Alors le couple, il est très généreux, 745 Nm et on a un 0 à 100 abattu en 4,7 secondes, ce qui est très impressionnant sur une voiture de cette taille qui pèse 2,7 tonnes. Notez qu'une version plus puissante viendra ultérieurement coiffer la gamme, la version M70 qui proposera plus de 600 chevaux et plus de 1000 Nm de couple. Notez également que des versions à moteur thermique, hybride rechargeable ou même diesel sont également disponibles. Pour alimenter ces 2 moteurs électriques, cette BMW i7 peut compter sur une batterie haute tension NMC, nickel, manganèse, cobalt, d'une capacité utile réellement utilisable de 101,7 kWh, batterie qui est évidemment logée sous le plancher entre les 4 roues. Et dans cette voiture, ce n'est pas la place qui manque, heureusement. Elle doit permettre à cette BMW i7 de rouler entre 591 et 625 km sur une seule charge, en fonction des équipements. Alors ça, c'est la théorie, c'est la norme WLTP. Mais qu'en est-il dans la vraie vie? On rappelle que cette voiture, elle pèse 2,7 tonnes. Eh bien, les vrais chiffres au terme d'une semaine à son volant, dans des conditions plutôt fraîches, plutôt hivernales, eh bien, je vous les dévoile tout à l'heure et vous allez être surpris. Pour recharger la batterie de cette BMW i7, eh bien ça se passe ici à l'arrière du côté droit. Quand on ouvre la trappe, on constate qu'il y a toujours la présence des 2 connecteurs. On les connaît maintenant. AC, DC. AC, c'est le courant alternatif, c'est la recharge du quotidien. Le courant qui circule dans nos rues et dans nos maisons avec ce connecteur de type 2. Connecteur de type 2 relié à un chargeur embarqué de 22 kW sur cette BMW i7. Ça, c'est pas mal. Ça va permettre de recharger complètement la batterie de cette voiture en 5h30. Sur une borne dédiée évidemment qui délivre du 22 kW. Sur le courant continu DC, eh bien là vous avez la possibilité d'utiliser le combo CCS, le connecteur combo CCS et de recharger avec cette voiture à une puissance de 195 kW. C'est bien, c'est pas extraordinaire mais c'est bien quand même. Ça va permettre sur des très longs trajets qui dépassent l'autonomie sur une seule charge de cette voiture et dont je vous parlerai tout à l'heure, de recharger à 80%, de passer de 10 à 80% de capacité de batterie en 34 minutes précisément dans les meilleures conditions, notamment en termes de température, si vous voyez ce que je veux dire. Alors concernant la mise à température de la batterie en vue d'une recharge, vous allez pouvoir le faire automatiquement via le planificateur du système embarqué de navigation. Vous allez introduire une destination de recharge et la voiture va se charger de préchauffer la batterie. Si vous ne le faites pas, si vous utilisez Waze par exemple, bien dans ce cas-là, la voiture ne sait pas que vous vous dirigez vers un chargeur rapide et dans ce cas-là, vous avez possibilité manuellement de demander un préchauffage de la batterie pour atteindre une température idéale et donc recharger plus vite lorsque vous arriverez au chargeur rapide. Voilà donc les valeurs pour cette BMW i7, 5h30 sur le courant alternatif dans le meilleur des cas 22 kW et 34 minutes pour atteindre 80% de capacité de batterie sur le courant continu grâce au chargeur embarqué de 195 kW. Le but de cette BMW i7, sa vocation première, on le rappelle, c'est de transporter monsieur ou madame confortablement installé à l'arrière du côté droit vers sa prochaine destination, sa prochaine réunion ou son prochain conseil d'administration. Certainement pas de servir de voiture de déménagement ou encore de transporter le vélo de votre adolescent. Et donc, forcément, le volume de chargement, il est correct, mais il n'est pas gigantesque, étant donné les dimensions de cette voiture, 5,39 m, on le rappelle. Volume de chargement, 500 litres. Vous pouvez ouvrir le coffre, évidemment, de cette manière, grâce à la clé ou encore en passant le pied sous le pare-choc arrière. Alors, 500 litres, c'est correct, mais forcément, compte tenu des 5,39 m, on a déjà vu mieux. Pour le reste, voilà, c'est assez large, creusé du côté droit. Et on a un petit sous-coffre qui va permettre de ranger les câbles de recharge. C'est tout, les sièges arrière ne se rabattent pas, évidemment, puisque ce sont des sièges lounge. Et donc, les sièges arrière ne se rabattent pas, ce qui veut dire qu'on n'ira pas au-delà des 500 litres proposés par cette voiture en termes de volume de chargement. Même pas en allant à l'avant, et ça c'est un petit peu dommage, quand on voit le long capot de cette voiture, comme sur une Mercedes EQS, il n'est pas possible d'y loger quelque chose. Il n'y a pas de frunk dans cette voiture de coffre à l'avant. Quand on ouvre le capot, on le voit, il y a un énorme cache qui veut dire circuler, il n'y a rien à voir, vous n'avez rien à faire sous le capot et certainement pas de place pour ranger quelque chose. Et ça, c'est un petit peu dommage. Me voici installé à l'arrière à bord de cette BMW i7. Ce sera la meilleure place pour peu que vous utilisiez les services d'un chauffeur évidemment. Alors cette place
spécifiquement bénéficie de la finition Executive Lounge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le siège va pouvoir avancer sur 9 cm et vous allez pouvoir bénéficier ici du repose mollet qui se trouve ici et qui va vous permettre, en avançant le siège passager, de vous étendre confortablement. Il y a des surcoussins, vous le voyez ici à l'arrière également. Bref, le confort est total. Alors ici, on est dans la configuration classique avec les sièges avant positionnés normalement. Et donc, si j'avance le siège passager avant, j'aurai encore plus de place. Là, il y a un petit rayon de soleil. Le soleil me dérange. Je vais ici dans le menu disponible sur cet écran de 5,5 pouces sur la portière ici et sur la portière de gauche également. Et je vais décider de remonter le store par soleil. J'ai de la lumière qui arrive par l'arrière. Je suis dérangé. Je peux également remonter le store qui se trouve juste à l'arrière derrière moi. Le store qui se trouve au plafond également, je peux décider de le fermer complètement et dans ce cas-là, j'aurai un petit cocon bien sympathique dans lequel visionner un film, pourquoi pas, ou travailler sur l'écran de 31 pouces qui se trouve juste au-dessus de moi. Écran de 31 pouces qui ne pourra se déployer que si les sièges avant sont suffisamment avancés et ça, c'est le petit bémol. Autrement dit, si vous utilisez les services d'un chauffeur, choisissez un chauffeur plutôt petit. Pour le reste, alors pas mal d'équipements dans cette voiture, elle est bardée d'options. On a au dos des sièges avant, un petit loquet. Quand on le lève, on voit qu'il y a un trou. En fait, c'est un clips qui va permettre de venir clipser un support. Et on a également à disposition une prise USB-C idéalement située puisque très accessible ici, juste devant le passager de ce côté-ci et derrière le conducteur également. Si on descend, on a quoi d'autre? Alors, sur la portière, on l'a dit, l'écran de 5,5 pouces qui va permettre, entre autres, vous l'aurez compris, de commander les stores, mais ce n'est pas tout. Ça va permettre de commander également les fonctions liées à l'écran de 31 pouces. On a également les My Mode, les modes de conduite ou modes d'ambiance qu'on détaillera dans un instant quand on sera à l'avant. Ils sont accessibles depuis l'arrière également. On a les réglages de siège. Alors bien sûr la position des sièges et la position précise de chaque élément du siège, le dossier, l'appui-tête, l'assise qu'on va pouvoir donc avancer sur 9 cm. Également ici le repose-mollet. Tout ça peut être réglé au millimètre près, c'est très agréable. Et puis également fonction de massage à l'arrière, siège ventilé également, siège chauffant, il y a vraiment la totale dans cette voiture d'essai et vous allez pouvoir choisir votre programme de massage. Ici par exemple, je vais choisir le massage vers le bas, voilà, et je vais l'activer. Voilà qui est extrêmement agréable. Alors, qu'est-ce que ça donne avec le siège avant avancé complètement? Est-ce qu'on a une vraie position lounge? Je vous propose de voir ça maintenant. Voilà, me voici à présent dans la position Executive Lounge avec le siège ici qui s'est avancé, le dossier qui s'est incliné vers l'arrière et ici le repose mollet qui a pu se relever. J'ai réglé tout ça en fonction de mes possibilités avec mon 1,90 m. Ça reste assez limité même si l'intérieur de cette voiture il est généreux en termes d'espace. Quand on mesure 1,90 m, on ne peut pas avoir les pieds relevés derrière le siège avant, même si le siège avant est réglé complètement vers l'avant. Je dois me contenter de mettre mes pieds en dessous du siège avant et donc je ne peux pas relever comme je le voudrais le support mollet. Voilà, cela dit, est quand même plutôt bien installé et ça va me permettre de voyager tranquillement ou bien de travailler également ou de regarder un film via l'écran qui se trouve au-dessus de moi, l'écran 8K de plus de 31 pouces que je déploie via une pression sur le petit écran ici sur la portière. Le conducteur peut le déployer également, tout comme le passager du côté gauche. Alors, il va descendre cet écran. Je peux encore choisir de modifier l'inclinaison de l'écran. Voilà, je peux l'incliner davantage ou pas. Donc, je peux modifier la position de l'écran en fonction de reflets éventuels. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même des petits bémols avec cet écran, c'est sympa, c'est technologique, c'est très chouette. Alors ici, je ne peux pas vous montrer le contenu de l'écran parce que la voiture n'est pas reliée à Internet. Il y a un problème de connexion à Internet qu'on n'est pas parvenu à résoudre malheureusement avant le tournage. Donc voilà, je ne peux pas vous montrer exactement ce que ça donne, mais donc on a un écran gigantesque avec une belle définition. Donc vous imaginez ce que ça peut donner si vous regardez un film sur YouTube, sur Netflix ou si vous connectez un appareil directement via la prise HDMI. Donc deux bémols quand même. Le premier, c'est la rétrovision
rétrovision qui n'est plus possible une fois que l'écran est déployé. Pourquoi? Eh bien parce que l'écran déployé, on le voit forcément dans le rétroviseur, du coup ça gâche la vue à l'arrière, et quand bien même le volet à l'arrière est complètement relevé, et donc on ne voit absolument plus rien quand on est à la place conducteur par rapport à la rétrovision dans le rétroviseur central. C'est dommage qu'on n'a pas un rétroviseur caméra, avec une caméra positionnée à l'arrière, orientée vers l'arrière. On aurait pu garder la rétrovision via le rétroviseur intérieur grâce à un rétroviseur caméra. Ce n'est pas le cas malheureusement. Deuxième petit bémol, c'est que pour que l'écran se déploie, eh bien, il faut que les deux sièges avant soient relativement avancés. Alors c'est pas grave pour le siège passager, puisque de toute façon, si on veut bénéficier de l'espace lounge, executive lounge, il faut l'avancer de toute façon. Pour le siège conducteur par contre, du coup c'est vrai que là, le conducteur il va forcément rouler fort droit, avec le siège réglé fort droit, ce qui n'est pas très agréable, sauf si vous avez un conducteur de plus petite taille. Donc là, il faudra choisir au moment de recruter votre chauffeur, si vous décidez de rouler avec un chauffeur. Ça, c'est pour les deux petits bémols. Pour le reste, qu'est-ce qu'on a encore dont je n'ai pas parlé à l'arrière ? Les écrans, j'en ai parlé. L'écran ici, j'en ai parlé. Le pare-soleil, donc il y en a un sur le toit, le Vélum, sur les vitres latérales et à l'arrière, je l'ai dit. Au niveau du toit vitré, on a un toit vitré ici avec des bandeaux LED à l'intérieur, avec un dessin en LED à l'intérieur, ce qui, la nuit, va vous permettre, selon que vous choisissez de l'allumer ou pas, d'avoir un effet lumineux sur le toit qui est franchement du plus bel effet, justement. Au niveau ici du sol, alors ça, c'est un petit bémol aussi, c'est que la place centrale, elle va être difficilement utilisable. On comprend vite en fait que cette voiture très luxueuse, elle est faite pour 4 occupants et pas vraiment pour 5, même si on peut mettre quelqu'un sur la place centrale. L'occupant ici va être très gêné par le tunnel central. Oui, c'est une voiture avec une plateforme qui est multi-mode de propulsion, qui sert pour de l'électrique, mais aussi pour des moteurs thermiques en 4 roues motrices. On a donc un tunnel central qui est extrêmement encombrant. On va devoir voyager avec les pieds de part et d'autre, ce qui n'est pas très confortable sur la position centrale, sur la place centrale. Et puis, toujours concernant cette place centrale, quand on ne l'utilise pas, eh bien, on peut descendre ici cet accoudoir, l'accoudoir central ici à l'arrière, qui lui offre pas mal de choses. Alors, tout n'est pas de série, évidemment. On a ici la possibilité d'avoir une cavité dans laquelle vont se retrouver 2 prises USB-C. On a ici une recharge pour un téléphone portable. On peut l'avancer. On a les 2 porte-gobelets. Vous verrez qu'à l'avant, ils sont un peu masqués également. Croire que les porte-gobelets sur une voiture, une limousine, ça ne fait pas très luxe. Donc, on les cache. On peut les cacher comme ceci. Et puis, on peut également, ici, profiter d'une trappe à ski. Donc, les sièges, je vous l'ai dit, les sièges arrière ne sont pas inclinables, mais par contre, en tout cas, ne sont pas rabattables complètement pour augmenter le volume du coffre. Mais on a ici une trappe à ski qui va permettre quand même de loger certains objets longs, les clubs de golf, par exemple. Voilà pour l'arrière ici dans cette voiture. Je vous ai parlé également des petits supports qui sont à l'arrière des sièges avant, qui vont permettre de clipser un support pour iPad ou bien un support pour un cintre pour mettre votre veste, et puis des prises USB-C qui se trouvent là également directement accessibles à l'arrière des sièges avant. Je pense avoir à peu près tout dit. Donc beaucoup de luxe, beaucoup de confort à l'arrière de cette voiture. Très utile, très sympa. Ce sont les petits écrans de 5,5 pouces qui se trouvent dans les portières, à gauche comme à droite. Franchement, avec ces petits écrans, on va vraiment pouvoir tout commander. C'est vraiment très agréable. Bien sûr, l'écran, également les fonctions de chauffage, climatisation des sièges, les sièges massants, également l'éclairage, la gestion des stores. On a vraiment tout, la téléphonie bien sûr, et on a vraiment accès à tout, notamment les médias également, la radio que vous allez pouvoir diffuser dans le système d'infodivertissement, le système sonore de cette voiture dont on reparlera d'ailleurs sur la route tout à l'heure. Voilà pour le descriptif complet de l'arrière de cette voiture, de cette BMW i7. Bienvenue à bord de cette BMW i7 et le premier mot qui vient à l'esprit quand on s'installe au volant, c'est équilibre, équilibre entre tradition et modernité. On n'est pas dans une débauche de technologie un peu tape à l'œil et un peu froide. La technologie, elle est là, mais elle n'est pas visuellement omniprésente. Et c'est à ça que l'on perçoit le vrai luxe. Dès qu'on pose les mains sur le volant, c'est un régal. Ce volant M Sport, il est très épais et sans aucun doute celui qui m'a le plus enthousiasmé depuis le début des essais sur Charging Station. Franchement, je l'adore. C'est une vraie invitation à conduire ce volant. Que dire des matériaux et des finitions également? On est ici dans du très haut de gamme.
tout est moussé, même le bas du tableau de bord ici jusqu'au pédalier est moussé. Dans cette voiture d'essai, on remarque les éléments en finition vert poli Crafted Clarity, comme les commandes de siège électriques sur les portières, le levier de vitesse ou encore la molette iDrive, pour ne citer que. Un petit bémol tout de même, la sensation un peu déroutante quand on appuie sur les commandes qui sont situées sur le bandeau lumineux sur les portières, ça s'enfonce, c'est pas très rassurant, ça fait pas très qualitatif, mais c'est vraiment pour chipoter parce que globalement, franchement, on est dans du très très haut niveau. Et vous, que pensez-vous de cet intérieur? Eh bien, dites-le moi dans les commentaires. Avant de détailler le système d'infodivertissement, il y a pas mal de choses à dire. Eh bien, place à la description complète du tableau de bord de cette voiture. Et là aussi, il y a pas mal de choses à décrire. Alors, on va commencer par la portière conducteur. En partie haute, on a la très belle commande électrique de réglage du siège. On l'a dit, cette finition est en option. Juste en dessous, les deux mémoires du siège, l'appel du menu siège et le verrouillage centralisé. En partie intermédiaire, vitres et rétroviseurs électriques, la commande d'ouverture, fermeture du haillon électrique tout au bout, et puis l'appel du menu porte et vitres qui permet d'accéder aux fonctions d'ouverture, fermeture des pare-soleil, les portes automatiques, l'alarme, les préférences de verrouillage, déverrouillage, l'accès confort, la digital key, la configuration de la clé. Vous pouvez par exemple configurer le losange pour qu'il ouvre une ou plusieurs portes, et puis le lève-vitre pour ouvrir automatiquement la vitre à des endroits précis, une barrière de parking par exemple. Sur le rebord, on a le déverrouillage de la portière, mais pas son ouverture automatique qui se trouve ailleurs. On verra ça dans un instant. En partie basse, le vide-poche, évidemment, qui n'est pas gigantesque d'ailleurs. C'est là que se cache la commande physique de secours pour l'ouverture de la portière en cas de défaillance du système électrique. À gauche du volant, sur le tableau de bord, la commande d'ouverture de la portière qui va donc, elle, déverrouiller et ouvrir la portière, plus ou moins largement d'ailleurs en fonction de la place disponible. Il y a un capteur dans la portière. L'intensité de la buse de ventilation située juste en dessous et dont l'orientation sera ajustée via cette commande qui bouge de haut en bas et de gauche à droite. Et puis le menu éclairage extérieur ensuite, il est là positionné sur automatique. Raccourci vers les feux de croisement, feu auto est disponible. Et puis enfin, on a les anti-brouillards à l'arrière. Le volant, il est réglable électriquement évidemment. À gauche, on va retrouver le régulateur limiteur de vitesse avec fonction de conduite assistée également. Et puis à droite, on va retrouver la commande vocale, le volume du système audio, le téléphone, l'appel du menu audio dans l'affichage tête haute, l'appel du menu affichage pour l'écran instrument et l'affichage tête haute également. À gauche, derrière le volant, la palette Boost sur laquelle je reviendrai sur la route. Les commodos à gauche, clignotant et appel de phare. Et puis à droite, les essuie-glaces. Notez qu'il n'y en a pas à l'arrière sur cette voiture. Derrière le volant, un écran instrument de 12,3 pouces dont la présentation et le contenu sont personnalisables via la roue crantée sur la partie de droite du volant. L'affichage tête haute ensuite, là aussi, c'est personnalisable en fonction des infos que vous souhaitez voir ou non être affichées à cet endroit. Alors comment faire pour personnaliser tout ça? Eh bien je vous le disais, c'est la petite roue crantée ici. On appuie dessus, on a droit à trois menus, Content, Layout et Head Up. Au niveau du Layout, c'est donc la disposition, la présentation de l'écran instrument. On a trois possibilités. Vous le voyez, donc on démarre avec cette formule plutôt simplifiée. On a ensuite cet affichage qui est plus complet et celui-ci un petit peu plus resserré. Voilà, trois possibilités d'affichage. Le contenu qu'on peut y afficher, eh bien c'est par exemple ici la vitesse. On a également les informations de conduite, les informations de consommation. Également ici, eh bien, l'aperçu de l'autonomie. On a la vue assistée, Assisted View, qu'on peut retrouver également dans l'affichage tête haute. On a la vue en réalité augmentée également. Alors là, vous voyez qu'on voit exactement ce qui se trouve devant. C'est pas uniquement à basse vitesse, hein. Ça peut être également activé à haute vitesse. Et dans ce cas-là, eh bien, quand vous êtes sur l'autoroute, par exemple, et que vous avez la conduite assistée qui est activée, que vous changez de bande, par exemple, eh bien, vous pouvez voir ça exactement ici sur cette vue, sur cet écran. Et c'est plutôt sympathique. Pas vraiment indispensable, mais plutôt sympathique. Prévisualisation de l'itinéraire également. La carte peut être affichée à cet endroit aussi. L'accéléromètre, histoire de voir si cette voiture accélère comme vous le souhaitez. Et puis également les données relatives à la diffusion des contenus multimédia, contenu audio ici. Voilà, on va se remettre sur la vitesse. C'est ce qu'on avait tout à l'heure, voilà, en mode très très simple. Alors tout à fait à droite, on a Head Up, donc l'affichage tête haute. Là aussi, on va pouvoir modifier eh bien, ce qu'on va y retrouver. Ici, on
on est en mode vue assistée. On a également la vue directionnelle pour la navigation, une vue standard, une vue simplifiée ou bien tout en bas, eh bien, la vue réduite. Voilà ce qu'on peut définir ici sur cet affichage tête haute sur l'écran instrument à partir de cette touche, la touche crantée ici sur la partie de droite du volant. Alors, le deuxième écran, l'écran central d'infodivertissement, lui aussi, il mesure 12,3 pouces de diagonale. On y revient dans un instant. Notez qu'il est légèrement orienté vers le conducteur. On est bien dans une BMW. Sous l'écran, on va retrouver à gauche et à droite deux autres commandes de ventilation. Entre les deux, de gauche à droite, c'est bien le désembuage du pare-brise, les feux de détresse, le désembuage de la vitre arrière et puis l'ouverture de la boîte à gants qui n'est pas gigantesque non plus. C'est clairement pas d'ailleurs le point fort de cette voiture et globalement des BMW, les rangements à l'intérieur. Entre les deux sièges avant, la console centrale. Sous le tableau de bord, elle démarre par la recharge par induction pour votre smartphone. Deux porte-gobelets ensuite qui sont cachés, cachés sous des couvercles parce que probablement que dans une limousine, les porte-gobelets, c'est un petit peu vulgaire. Ensuite, on va retrouver un peu de piano black ici tout de même sur la partie surélevée de cette console centrale. Il y en a également un petit peu sur les portières au niveau des vitres électriques, etc. Sur cette partie surélevée, on va retrouver quoi? Eh bien, à gauche, le bouton de démarrage, ensuite le sélecteur de vitesse, le frein de parking électrique et la fonction Auto Hold. Donc la fonction Auto Hold, on rappelle, c'est le maintien de la voiture à l'arrêt même quand on retire le pied de la pédale de frein, quand on est arrêté à un feu rouge par exemple, alors que traditionnellement les voitures automatiques ont tendance à ramper comme on dit, c'est-à-dire à continuer sur leur lancée à très basse vitesse. Ici c'est pas le cas, vous freinez, vous levez le pied de la pédale de frein et la voiture ne bougera pas. À droite, la molette rotative et les boutons qui l'entourent pour naviguer dans les menus de l'écran d'infodivertissement. La molette iDrive, perso, je les ai pas vraiment utilisés, j'ai pas ces réflexes en fait à bord d'une BMW, je vais plus naturellement vers la commande tactile de l'écran, mais évidemment pour ceux qui sont habitués à ce genre de commandes et à manipuler ces commandes dans une BMW, ça se trouve donc toujours bien ici. Derrière, le menu caméra, les réglages de conduite et l'augmentation de la garde au sol de 2 cm, c'est 13,6 cm à la base et vous pouvez donc la relever grâce aux suspensions pilotées évidemment. À droite, les modes de conduite et les ambiances dont je vous reparle tout de suite en détail, ainsi que le réglage du volume, la fonction mute et les plages ou stations précédentes et suivante. Alors, plusieurs choses à vous montrer dans cette voiture. Dans un instant, donc, je reviens sur les modes de conduite et les ambiances. D'abord, le menu caméra qui permet pas mal de choses. Alors d'abord, si on l'appelle, vous voyez la définition. La définition, elle est vraiment exemplaire. On a l'impression d'avoir une GoPro attachée à l'avant de la voiture et dans tous les sens d'ailleurs. Vue évidemment à 360 degrés. On peut choisir bien sûr une vue panoramique. Alors ici, on a tous les menus. Menu évidemment ici pour la recherche d'une place de parking. Ici, on peut avoir la vue 3D, par exemple. Voilà, on peut se balader autour de la voiture ici. Voilà. Donc tout ça est très sympathique, évidemment, mais relativement standard, en tout cas sur une voiture de cette catégorie. Alors les deux choses dont je voulais vous parler, c'est notamment la marche arrière. Ici, ce n'est pas activé parce que la distance n'est pas assez grande, mais c'est une exclusivité BMW, j'ai jamais vu ça ailleurs. Vous avez l'assistant de marche arrière. Un exemple, vous arrivez chez des amis, la maison se trouve au bout d'une allée, vous repartez, il fait noir, vous ne connaissez pas bien l'allée, c'est pas très bien éclairé, eh bien vous appuyez sur le bouton d'assistant de marche arrière et sur plusieurs dizaines de mètres, eh bien la voiture va reprendre exactement les pas le tracé, en fait, les traces produites par le trajet aller, eh bien, elle va faire exactement sur le trajet inverse la même trajectoire, elle va adopter la même trajectoire. C'est vraiment bluffant, très très impressionnant. Mais bon, c'est pas la première fois qu'on retrouve ça dans une BMW. L'autre chose qui est très impressionnante également, eh bien, c'est la possibilité d'enregistrer une manœuvre. Vous pouvez enregistrer une manœuvre, toujours avec la partie de droite ici, enregistrer un nouveau trajet. Et si vous avez voilà, une manière bien spécifique de vous stationner chez vous, par exemple, eh bien, vous démarrez l'enregistrement, vous effectuez votre manœuvre et vous arrêtez l'enregistrement. Et à chaque fois que vous allez vous retrouver à cet endroit-là, eh bien, vous allez pouvoir faire appel à ce stationnement automatique spécifique et la voiture va exactement reprendre, eh bien, le chemin qui était celui qui a été enregistré pendant votre manœuvre. Donc ça, c'est vraiment très très bluffant. Je l'ai utilisé chez moi et vous le voyez, ça fonctionne extrêmement bien. Pour le reste, les modes de conduite et d'ambiance. Alors on va revenir sur l'écran principal. Les My Mode qui se trouvent ici sur la console centrale. Modes de conduite, ils sont donc accessibles via ce bouton My Mode
ici. Au-delà du fait de modifier les réglages de la voiture d'un point de vue technique, eh bien, chacun de ces modes va vous plonger dans un univers. Alors, dans cette i7, on a le mode personnel qui va proposer des réglages dits équilibrés. C'est le mode par défaut ici dans cette voiture, mais vous pouvez désigner un autre mode comme étant votre mode par défaut. On a ensuite le mode sport juste à côté, vous le voyez ici. Le mode sport qui va proposer des réglages dynamiques, réglages que vous pouvez personnaliser évidemment. Vous allez ici dans réglages et vous voyez que vous pouvez régler la propulsion sur sport ou confort. Idem pour la dynamique de conduite également, sport, sport plus ou retirer l'antipatinage. On a ici la direction également, la direction sport ou sur le mode confort. Idem pour l'amortissement, sport ou confort. La largeur du dossier, le dossier qui va vous enserrer davantage quand vous êtes en mode sport. Vous pouvez régler ça aussi, que ce soit pour le conducteur ou pour le conducteur et le passager, ou bien le désactiver, ou bien réinitier les réglages. Alors vous le voyez parce que je gesticule devant l'écran, vous voyez, vous avez également la possibilité, voilà, via la gestuelle, eh bien d'agir sur le volume sonore. Voilà, donc ça c'est pour le mode sport. On a le mode efficient également, mode efficient avec des réglages orientés vers l'économie d'énergie qui vous offre la possibilité de couper certaines fonctions. Et vous le voyez à chaque fois, eh bien, on a une association entre visuellement ce qu'on va retrouver sur l'écran et visuellement ce qu'on va retrouver sur le bandeau ici qui ceinture le tableau de bord. C'est assez sympa. On a ensuite les modes, plutôt les ambiances, hein, plus que les modes de conduite, on a plutôt les ambiances qu'on va retrouver ici, ambiances qui sont expressives, relax, théâtre ou digital art. Théâtre, par exemple, eh bien, ça va abaisser l'écran à l'arrière, ça va occulter toutes les vitres à l'arrière. Digital art, on va se retrouver, évidemment, vous le voyez ici, avec quelque chose de visuellement assez présent. Idem avec le bandeau qui va de nouveau changer de couleur. Et le Vélum est en train de s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous allez bénéficier dans ce mode, eh bien, justement, du toit éclairé, du toit vitré éclairé grâce au LED. Une ambiance absolument incroyable durant la nuit. Enfin, l'accoudoir central, on n'a pas tout à fait fini ici. L'accoudoir central, il s'ouvre en deux parties de manière latérale et ça va ici renfermer eh bien, une prise 12 volts de type allume-cigare et deux prises USB-C. Je pense avoir été relativement complet, pardon pour la longueur, mais vraiment beaucoup de choses à dire dans cette voiture. On va maintenant s'intéresser plus spécifiquement à l'écran d'infodivertissement. Quelques mots avant de démarrer concernant le système d'infodivertissement. Alors on est bien sûr sur la dernière génération, la génération qu'on va retrouver également dans le BMW iX. Ça fonctionne avec des tuiles, on le sait, des tuiles qui sont personnalisables. Voilà, on va pouvoir les changer de place, les remplacer par d'autres tuiles, etc. Et on va revenir ici sur l'écran par défaut. Donc ici, vous organiserez tout ça comme vous voulez. On a par exemple ici à gauche possibilité de mettre eh bien, la navigation. Navigation, si on déploie le menu, eh bien, on a quelque chose d'assez classique. Au niveau de la personnalisation des informations et notamment de la pertinence des informations liées aux bornes de recharge, on est ici dans quelque chose qui est un petit peu moins évolué que ce qu'on a chez Mercedes, où on a la puissance de la borne qui est indiquée directement sur la carte, les bornes disponibles, etc. Ici, c'est un petit peu moins le cas. Alors, il n'y a pas de borne à proximité ici. Ah, voilà, ici, il y en a. Voilà, et vous voyez, c'est assez succinct. On sait qu'il y a une borne de recharge, mais il faut appuyer dessus pour avoir plus d'informations sur la fameuse borne de recharge. Et les informations, voilà, il faut appuyer une deuxième fois pour avoir des détails et on obtient enfin les détails. C'est un petit peu dommage. Chez Mercedes, je le disais, on a directement la puissance de la borne qui s'affiche et le nombre de bornes disponibles quand il y en a plusieurs, quand c'est un superchargeur. Donc voilà, c'est un petit peu plus détaillé que ça ne l'est finalement ici. Pour le reste, si on introduit une destination, on va prendre, c'est l'exemple que je prends toujours, Marseille. La voiture cherche, ça met un petit peu de temps, voilà. On va cliquer sur Marseille. Et on va devoir cliquer une deuxième fois, cliquer encore ici, voilà, et elle calcule l'itinéraire. Alors ici, on est avec 31% de charge de batterie, donc idéalement, ce n'est pas avec 31% qu'on démarre une destination aussi lointaine. Et du coup, voilà, on obtient exactement, précisément le trajet, donc ça c'est plutôt bien fait. On obtient le trajet précis en tenant compte des recharges, et on remarque d'ailleurs qu'on ne va pas devoir recharger si régulièrement que ça. On rappelle qu'on est à 30% de capacité de batterie.
Et ici, eh bien, elle propose de recharger une fois 12 minutes, 27, 30, 24 et 14. Donc ça veut dire 5 pauses de une demi-heure ou moins d'une demi-heure, parfois même un petit quart d'heure ici, alors qu'on est chargé ici au départ à 30%. Donc imaginez, si on partait à 100%, eh bien je crois qu'on n'aurait que 3 pauses au lieu de 5, 3 pauses de une petite demi-heure à chaque fois. Franchement, c'est assez convaincant, ça commence à être assez confortable, de se promener en voiture électrique et de pouvoir traverser la France comme ça en voiture électrique. Alors évidemment, ici on a un système très évolué, communiquant, ce qui n'est pas le cas sur toutes les voitures électriques. Mais des solutions existent comme l'application Better Route Planner dont j'ai déjà parlé, qui peut être intégrée d'ailleurs au tableau de bord des voitures qui sont équipées d'Android Automotive. Mais là, on s'éloigne un petit peu du sujet. Voilà, donc pour ce qui est de la planification d'itinéraire ici, on va l'arrêter comme ceci. Et voilà donc pour ce qui est de la partie navigation. On va revenir sur le menu principal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme menu? Ici, des menus toujours accessibles à gauche, menu classique qu'on va retrouver ici. On va revenir sur l'écran de base. On a ici à gauche le menu audio, ici le menu téléphone, ici la navigation et tout en dessous, si vous êtes connecté sans fil à Apple CarPlay ou Android Auto, eh bien vous allez avoir également le menu Apple CarPlay ou Android Auto. Donc juste la petite icône ici en dessous, les 4 autres vont un petit peu remonter. Pour le reste, donc ici, toujours en dessous, vous le voyez, on a la climatisation qui est toujours facilement accessible ici, c'est sympa. Et si vous voulez aller plus loin dans les réglages, vous appelez le menu climatisation ici. On va revenir sur l'écran principal, voilà. Et pour le reste, on a encore effectivement ici un petit menu qu'on peut descendre avec des raccourcis qu'on peut d'ailleurs personnaliser. Hein, vous le voyez, il y en a 3 ici qui sont non attribués. La fonction ne pas déranger, suggestion ici proposée par le système. Voilà, globalement, ça fonctionne très bien, c'est évidemment hyper réactif, c'est très moderne, c'est très dans l'air du temps, cette interface BMW qui peut être pilotée donc soit de manière tactile comme je viens de le faire ou via la molette iDrive. Pour démarrer dans cette BMW i7, eh bien, il faut encore pousser sur le bouton Start-Stop, ce qui n'est plus forcément le cas dans toutes les voitures électriques. Le fait de réveiller la voiture de manière automatique, simplement en prenant place à bord et en appuyant sur le frein, eh bien, aurait permis d'éviter cette manipulation. C'est le cas dans d'autres voitures, ce n'est pas le cas dans cette luxueuse BMW i7 malheureusement. Dès les premiers tours de roue, par contre, le confort est fantastique, le silence, il est assourdissant, on n'entend que lui. On est sans doute ici dans ce qui se fait de mieux actuellement en matière de luxe automobile pour une marque de grande diffusion. Très vite on comprend que cette BMW i7, dès les premiers tours de roue, elle n'est pas là pour faire de la figuration et elle a toutes les armes en main pour affronter sereinement la concurrence et devenir la préférée des CEO, des patrons des grandes entreprises. Dans cette voiture d'essai, on va retrouver un intérieur BMW Individual, ce qui donne accès au cuir Merino. Il est ici de couleur tartufo, au siège multifonction également et puis aux décorations en bois noble entre autres. Les sièges, ils sont chauffants mais également ventilés et massant grâce au pack confort qui évidemment est une option. Et puis le tout est accessible via le menu siège, activable entre autres depuis le petit bouton sur la portière, on l'a vu, également depuis l'écran d'infodivertissement ou via la commande vocale, ce qui est encore la solution la plus simple. Le confort, il est bien sûr absolu avec des sièges qui sont suffisamment fermes pour maintenir correctement et très confortable pour une conduite reposante au quotidien. Notez que quand vous enclenchez le mode boost via la palette derrière le volant, eh bien le siège resserre le maintien latéral pour vous maintenir parfaitement, ce qui donne une sensation plutôt agréable. Activez le siège massant. Ok, j'active le massage vers le bas pour votre place. Très agréable. Au rayon des aides à la conduite, on a ici évidemment tout ce dont on peut rêver dans une voiture de cette catégorie. On a vu que les aides au stationnement par exemple vont très loin, l'enregistrement de la séquence que la voiture va reproduire, la marche arrière exactement dans les traces de la marche avant sur plusieurs dizaines de mètres, la définition des caméras, la vue extérieure 360 degrés 3D, bref tout ça c'est un régal. Et puis sur autoroute, le régulateur de vitesse adaptatif il est d'une douceur exemplaire dans ses réactions, l'aide au dépassement en mode conduite assistée fonctionne très bien. Petit clin d'œil aussi à la vue en réalité augmentée dans le combiné instrument qui vous indique par où aller avec des flèches lorsque vous avez activé la navigation. On a vu également qu'on peut voir ce que voit la voiture, les autres véhicules, le marquage routier, etc. en conduite assistée. Un petit bémol tout de même, que les indications en réalité augmentées par rapport à la navigation ne soient pas affichées dans l'affichage tête haute, mais uniquement sur la vue en réalité augmentée du combiné instrument, ce qui oblige à quitter la route des yeux. Voilà, c'est juste un petit peu dommage.
Par rapport à une Mercedes EQS qui est très typée confort, eh bien j'ai trouvé que cette i7 elle marque une vraie différence. Alors non pas qu'elle est moins confortable, hein, évidemment, je dirais plutôt qu'elle n'est pas que confortable. Il y a ici un petit plus qui fait qu'on n'oublie pas qu'on est à bord d'une voiture, d'une marque qui a le plaisir de conduire, inscrit dans ses gènes. Oui, elle est très confortable grâce aux suspensions pneumatiques adaptatives qui font des merveilles, mais quand on la malmène un petit peu, quand on la conduit de manière un petit peu plus virile, eh bien elle ne se transforme pas en sportive évidemment, mais on a quand même une autre voiture dans les mains qui peut s'adapter à autre chose que simplement emmener très confortablement ses occupants sur l'autoroute. Une des raisons, c'est sans doute la présence de l'option Executive Drive Pro qui va offrir une stabilisation active pour réduire l'inclinaison de la carrosserie dans les courbes et en ligne droite grâce à une déconnexion des roues gauche et droite. En ligne droite, le système compense également l'inclinaison qui est provoquée par des revêtements inégaux par exemple. C'est assez bluffant. Et puis le simple fait d'avoir ce mode boost qui est accessible via la palette derrière le volant avec le siège qui vous enserre, le tableau de bord qui passe en mode sport, tout ça vous plonge dans ce quelque chose en plus, dans d'autres sensations et c'est vraiment très très chouette. Je vous le disais tout à l'heure, le silence dans cette voiture, il est assourdissant parce que c'est vrai qu'on n'entend que ça. C'est vraiment très impressionnant. Le travail des suspensions, il est énorme et pourtant on n'entend rien. Les bruits de roulement sont absents également, tout comme les bruits aérodynamiques, eux aussi parfaitement gommés. Si ce n'est aller, si on veut vraiment chipoter, il y a un tout petit sifflement au niveau des rétroviseurs extérieurs à haute vitesse, mais c'est vraiment très très léger. C'est du haut niveau, du très haut niveau en matière d'isolation acoustique. Vous profiterez donc tranquillement des 39 haut-parleurs, il y en a même dans les appuis-têtes, et des 1965 watts de puissance du système Bowers & Wilkins qui est ici en version supérieure Diamond. C'est une option évidemment, mais c'est le raffinement sonore absolu. Vous souhaitez tracter une remorque ou plus vraisemblablement un petit bateau avec votre BMW i7, eh bien sachez que c'est possible. Si vous tractez une remorque freinée, vous pouvez monter jusqu'à 2 tonnes, c'est vraiment pas mal. Non freinée, ce sera la norme évidemment, soit 750 kg. Le diamètre de braquage de cette grande i7, il est de seulement 12,3 mètres. Merci aux roues arrière directrices qui permettent à cette voiture d'être aussi à l'aise en ville qu'une série 3 par exemple. Les roues arrière directrices, elles permettent aussi de gagner en agilité lors de la conduite. On n'a pas du tout l'impression de conduire une voiture de 5,39 mètres de long, de 2,7 tonnes, pas du tout. Cela dit, ça demande quand même un petit temps d'adaptation parce que les roues arrière qui braquent, ça va induire une sensation un peu de flou dans les mouvements de la voiture, comme si elle se dandinait de l'arrière-train. Alors c'est pas désagréable, mais franchement, il faut s'y faire. Au début, ça perturbe un petit peu quand même. Selon que le mode B sera activé ou non sur le sélecteur de vitesse, eh bien la sensation au niveau de la pédale de frein sera un petit peu différente, mais globalement, le flou en début de course de pédale qu'on observe régulièrement sur les voitures qui récupèrent l'énergie, il n'est pas trop prononcé. Le freinage, il est convaincant. Avec le mode B activé, dès que vous allez relâcher l'accélérateur, la voiture va commencer à freiner avant même donc de toucher la pédale de frein. Le frein, vous n'y aurez pas souvent recours d'ailleurs en mode B parce que le ralentissement en mode B, il est important lorsque vous levez le pied de l'accélérateur et vous allez jusqu'à l'arrêt complet. On a donc une vraie conduite à une pédale. Si vous restez en mode D, vous aurez soit un freinage adaptatif, soit un freinage faible, intermédiaire ou élevé en fonction de ce que vous aurez activé dans le menu propulsion et châssis. Moi personnellement, je vous conseille le mode adaptatif en mode D et le mode B en ville pour la conduite la plus confortable. Rappelons que le mode adaptatif sélectionnable donc en mode D, eh bien fait que la voiture va s'adapter, hein, comme son nom l'indique, aux conditions de circulation. Vous levez le pied, il n'y a personne devant, la voiture poursuit sur son élan. Vous levez le pied, il y a quelqu'un de plus lent devant ou il y a un obstacle, un carrefour, un rond-point ou bien une zone avec une limitation de vitesse plus basse, eh bien la voiture va s'adapter, donc adapter sa vitesse et dans ces cas-là ralentir davantage lorsque vous allez lever le pied de l'accélérateur. C'est vraiment très confortable. Enfin, parlons consommation à bord de cette BMW i7. L'autonomie théorique, je vous le disais tout à l'heure, entre 591 et 625 km selon équipement en cycle mixte norme WLTP. Alors, j'ai opté cette semaine la plupart du temps pour une conduite tranquille, tout en profitant de temps à autre des accélérations plutôt charmantes, enthousiasmantes qui sont proposées par cette voiture. Cette semaine, il a fait très froid en matinée, entre 0 et 5 degrés. Là, il fait 1 degré, pas plus de 10 degrés en journée. Sur l'ensemble du test,
j'ai parcouru 572 km et je suis arrivé à une consommation moyenne de 27 kWh au 100 avec un parcours donc essentiellement autoroutier, 70% d'autoroute. Je m'attendais à une valeur nettement plus élevée compte tenu du gabarit de cette BMW i7. Et puis c'est vrai que j'avais été un petit peu échaudé il y a 2 semaines par la consommation gargantuesque du bien plus compact Toyota BZ4X avec 29 kWh au 100 dans les mêmes conditions. J'utilise voilà, les voitures toujours de la même manière. Pourtant le gabarit il n'est pas le même et pourtant on est avec un véhicule qui pèse ici 800 kg de plus et qui a une consommation finalement dans les mêmes conditions qui sont tout à fait comparables de 2 kWh inférieure à celle du Toyota BZ4X. Franchement ce n'est pas rien. Je suis impressionné. On est donc toujours dans mes conditions de trajet. Dans ce cas-là ça fera un peu moins de 400 km d'autonomie. Dans mes conditions avec 70% d'autoroute et des températures aussi basses, franchement c'est vraiment pas mal. Imaginez avec des températures plus clémentes, on peut sans doute encore faire chuter cette consommation. Franchement je m'y attendais pas du tout. Alors évidemment 27 kWh au 100 ça reste une grosse consommation bien sûr, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Avec l'équivalent à moteur thermique et un gros moteur thermique, on aura évidemment une consommation qui va là aussi exploser, qui n'aura rien à voir en termes de coût bien sûr. Ici 27 kWh au 100 de consommation électrique, ça reste extrêmement mesuré pour une voiture qui offre ce niveau de prestation, une voiture qui, on le rappelle, pèse 2,7 tonnes. Ce n'est pas rien quand on sait qu'évidemment le poids est clairement l'ennemi de l'électrique. Me voici de retour à l'extérieur pour parler du prix de cette BMW i7 qui est disponible en Belgique à partir de 137 900 €. En France, comptez 151 800 € et en Suisse, 171 900 francs. Alors cette voiture d'essai en Belgique est équipée de 61 080 € d'options, ce qui porte la facture finale à 198 980 €, 198 980 €. Parmi les options les plus onéreuses, citons, et ce sont les prix en Belgique, la peinture bicolore, 12 200 €, le kit M-Sport 7100 €, l'intérieur BMW individual 4350 €, les packs innovation, confort, climat et executive lounge facturés plus de 11 000 €, les portières automatiques 1550 €, le toit vitré éclairé Sky Lounge 1100 €, le siège arrière droit Lounge 2400 €, le regard cristal Iconic Glow dans les phares 2200 €, l'installation Bowers & Wilkins Diamond 5950 €, l'écran 8K de 31 pouces à l'arrière, 4 900 €, etc., etc., etc. L'avantage d'avoir un catalogue d'options gros comme ça, c'est que vous allez pouvoir personnaliser dans les moindres détails votre BMW i7. C'est ce que je vous invite à faire sur le configurateur en ligne qui correspond à votre pays. Personnalisez votre BMW i7 et déterminez votre prix. Toujours concernant le prix, vous le savez, Arval, partenaire de Charging Station, vous propose des solutions de location longue durée, de leasing pour les entreprises et pour les particuliers. Alors les particuliers seront sans doute peu nombreux à opter pour cette voiture. Par contre, dans les entreprises, les chefs des grandes entreprises, les CEO des grandes entreprises y auront sans doute recours. Et dans ce cas-là, eh bien, ils opteront pour un leasing opérationnel, la location longue durée tout compris, avec les avantages fiscaux qui y sont liés. Si vous voulez obtenir une offre, eh bien, rendez-vous sur le site de notre partenaire, c'est arval.be. Si vous êtes dans l'Hexagone, des formules un petit peu différentes mais tout aussi intéressantes existent là-bas. Rendez-vous sur arval.fr. Votre prochaine voiture, vous en avez envie tout de suite, sauf que les délais en ce moment pour la livraison des véhicules neufs, ils sont un petit peu insupportables. Votre prochaine voiture, vous en avez peut-être aussi besoin tout de suite. Dans ce cas-là, eh bien, pourquoi ne pas aller faire un tour sur Autoscout24, partenaire de Charging Station. C'est la plus grande plateforme en ligne de vente de voitures en Europe. Sur Autoscout24, en ce moment, 90 000 voitures vous attendent. Des voitures d'occasion, bien sûr, mais également des véhicules neufs, des voitures électrifiées également. Plusieurs milliers de voitures électrifiées sont déjà disponibles sur Autoscout24 et sont disponibles donc immédiatement. J'ai été vérifié, il existe bien des BMW i7 comme celle qui se trouve derrière moi qui sont disponibles tout de suite sur Autoscout24. Si vous en avez envie ou besoin immédiatement, eh bien c'est donc l'endroit où vous devez vous rendre. Alors il y a un moteur de recherche. Sur ce moteur de recherche, vous allez introduire vos critères de sélection et par rapport à vos critères, eh bien la plateforme vous proposera en retour une sélection des modèles qui correspondent le plus précisément à vos critères et qui sont donc disponibles immédiatement. Rendez-vous sur autoscout24.be pour la Belgique, sur autoscout24.fr pour la France.
En conclusion, la BMW i7 est-elle la voiture électrique la plus luxueuse du moment? Eh bien, c'est difficile à dire. Certains diront que oui, d'autres préféreront la Mercedes EQS. Tout ça est une affaire de goût. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Est-elle la voiture électrique la plus technologiquement avancée du moment? Là aussi, franchement, il y a d'excellents systèmes dans cette voiture, mais je dirais que c'est surtout par sa maîtrise de la consommation que cette voiture impressionne. Avoir une consommation relativement basse comme celle obtenue durant cette semaine d'essai, on l'a vu il y a un instant, et en même temps être dans une voiture de 2,7 tonnes qui propose ces débauches de technologie, eh bien c'est quand même assez impressionnant. Confort, technologie, luxe, performance et personnalité au travers d'un design tranché sont donc les arguments positifs autour de cette voiture. On n'oublie pas également le plaisir de conduire et ça c'est très important, certainement quand on arbore le badge BMW. A bientôt sur Charging Station pour d'autres essais électrisants. La semaine prochaine, à la place de cette BMW i7, eh bien, il y aura la Tesla Model S Plaid, la version la plus puissante de la Tesla Model S avec son fameux volant yoke sans partie supérieure. J'ai hâte de l'essayer et pas uniquement pour le volant. D'autres essais tout aussi électrisants durant les semaines suivantes, je vous en parlais tout à l'heure. Pour ne rien rater, abonnez-vous à Charging Station et activez la clochette des notifications pour être prévenu dès qu'une nouvelle vidéo électrisante est disponible. Merci de votre fidélité, bientôt 50 000 abonnés sur Charging Station. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. À 50 000, je vous le rappelle, un super concours, c'est ce que j'aurai à vous proposer. Vous pouvez toujours bien sûr activer la souscription si vous le voulez pour bénéficier de la possibilité de visionner les essais Charging Station avant tout le monde, parfois avec près d'une semaine d'avance sur les diffusions du dimanche à 18 h en YouTube Première. Merci encore de votre fidélité et à bientôt.